Bonjour et bienvenue pour ce chapitre 15 d'une histoire de l'informatique moderne. Alors c'est la deuxième partie de notre sujet sur les L4G et le développement d'applications. Alors dans la première partie on était resté sur les L4G des années 80, les AGL, les méthodes lourdes, etc. Tout ce qui avait plombé le développement de ces développeurs dans ces années-là. Et j'ai oublié d'évoquer le repository d'IBM, toujours annoncé et jamais mis sur le marché. Alors repository, ça faisait partie de son initiative SAA, le System Application Architecture. Et le repository devait être le référentiel global pour tous les développements en équipe. Et c'était la solution ultime et définitive, etc. etc. Finalement, il n'est jamais sorti. Alors en 2006, IBM a publié un logiciel qui s'appelait WebSphere, qui était présenté comme étant un référentiel de développement, mais rien à voir avec les ambitions annoncées initialement sur le fameux repository. Allez, on commence. Alors, au milieu des années 80, la donne change parce que les interfaces graphiques commencent à apparaître, d'abord avec le Macintosh. Et puis ensuite, bon, on savait bien que même si le Macintosh était un pionnier, que c'était la voie à suivre et que ça allait généraliser, y compris sur PC. À partir de 85, c'est la version 1 de Windows. Bon, tout ça, on en a parlé dans notre épisode sur les interfaces graphiques. Et donc, pour ce qui était du développement, eh bien, les interfaces graphiques rajoutaient une couche de complexité, de difficulté, parce qu'il fallait programmer en événementiel. Il fallait faire appel à des librairies beaucoup plus nombreuses et inconnues. Et donc les L4G étaient d'autant plus nécessaires. Et le premier dans ce domaine, le premier historiquement, c'est 4D d'un éditeur qui s'appelle ACI. Mais l'histoire est intéressante. C'est Laurent Ribardière, le développeur qu'on voit ici en photo, qui est à l'origine du logiciel. Quand il était jeune, il avait un peu plus de cheveux à ce moment-là. En 84, Laurent Ribardière développe un logiciel tellement extraordinaire, à cette époque-là il s'appelait encore Silver Surfer, que Apple décide de le commercialiser. Finalement, John Sculley fera machine arrière après coup, devant la pression des autres éditeurs, qui en quelque sorte, 4D allait tuer le game, c'est-à-dire que les autres ne pouvaient pas s'aligner face à un logiciel aussi formidable, surtout s'il était commercialisé par Apple directement. Donc il récupère son logiciel, il trouve un éditeur et il le met sur le marché en 85. Et ça, c'est la version 1. Alors moi, j'ai travaillé sur 4D à partir de 86. Je commençais à faire du développement dessus dans une SS2I. Et c'était époustouflant tellement le logiciel était avancé par rapport à ce qu'il faisait, ce qui se faisait par ailleurs. Alors, le seul concurrent qu'il avait, c'était Omnis de Bliss Software, un éditeur britannique, qui était pas si mal, mais qui était à des années-lumière de ce que permettait de faire 4D, y compris en termes de facilité. Et bon, évidemment, les premières versions étaient buggées, hein. Il y avait plein d'appels de fonctions qui renvoyaient aucun résultat, mais quand même, pour l'époque, c'était vraiment une percée extraordinaire. L'environnement était facile à utiliser, était performant, très fidèle à l'interface du Mac, et on pouvait même développer en réseau, et ça marchait bien jusqu'à 4-5 utilisateurs. Après, évidemment, on avait les problèmes habituels qu'ont rencontrés tous les développements en réseau sur PC, que ce soit avec des bases ou autres. Avec 4D, c'était pareil. Dès qu'on dépassait 4-5 utilisateurs, ça s'effondrait. À cette époque-là, arrive enfin le client-serveur. Alors c'était la pointe de la technique. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis et que moi j'ai découvert un peu tardivement, que j'ai découvert en 88 lors d'un séminaire donné par Oracle qui présentait la version 5 de son SGBDR. Alors pendant 2 heures, c'était merveilleux. SQL+, PLSQL, etc. Et à la fin, il nous présente SQLNet avec la possibilité de désaccoupler les machines qui exécutent d'un côté PLSQL, de l'autre côté le SGBDR proprement dit.
Donc on pouvait avoir par exemple un PC qui exécutait PLSQL et puis un VAX de digital qui exécutait le GBDR. Et entre les deux, il y avait le middleware SQLNet qui permettait de faire la liaison et qui permettait d'établir le dialogue de fonctionnement. Ça m'est apparu tout de suite comme une évidence parce que le client-serveur, le modèle client-serveur, résolvait en une fois le dilemme des L4G parce qu'on leur reprochait tout le temps de consommer trop de ressources. Mais là, en fait, le L4G pouvait consommer la ressource qu'il voulait puisqu'il s'exécutait sur une autre machine, sur un PC. Et déjà à cette époque-là, les PC étaient en train de grandir en puissance. Le processeur Intel 386 était apparu et de la puissance, on en avait à revendre. Donc, ce n'était pas un problème d'exécuter l'application cliente côté PC, même avec une interface graphique. Et donc, c'était absolument une évidence pour moi. Et d'ailleurs, à l'époque, en 86, une petite société qui s'appelait PowerSoft, qui allait être à l'origine de PowerBuilder, on va en reparler, qui développait et commercialisait un EPR qui tournait sur HP 3000, avait fait une étude auprès de ses clients sur dans quelle direction vous voulez qu'on fasse évoluer notre EPR. Et la réponse de ses clients était claire, tout le monde voulait une interface graphique et un fonctionnement client-serveur. Donc dès ses débuts, le client-serveur est apparu comme la bonne solution pour fonctionner en réseau avec des PC. Alors côté PC et côté Windows, justement, les L4G ne se bousculaient pas. Il n'y en avait pas beaucoup et le seul concurrent ou équivalent de 4D, c'était Gupta SQL Windows, qui d'ailleurs ne permettait pas la même facilité que 4D. Enfin, c'était toujours mieux que d'avoir recours à un langage de troisième génération comme C. Alors, Gupta a été fondé en 84 par Oman Gupta, d'où le nom, qui était jusque-là vice-président de Oracle Corporation. Et Gupta, lui, était très fanat de commercialiser Oracle sur PC et il n'arrêtait pas d'embêter Larry Ellison pour qu'on débloque des moyens pour améliorer la version du SGBDR qui tournait sur PC. Ça n'intéressait pas beaucoup Larry qui considérait que le PC était juste une démonstration de la capacité de porter Oracle sur tous les environnements, mais qu'on n'allait pas s'embêter plus que ça parce qu'on ne pouvait pas le vendre cher puisque c'était sur PC, donc le potentiel en termes de chiffre d'affaires n'était pas intéressant. Donc Oman Gupta a quitté Oracle, il a créé sa propre société, et dans un premier temps il a développé et commercialisé un SGBDR qui s'appelait SQL Base, qui était accompagné de... SQL Base pouvait fonctionner qu'en mode serveur et donc en mode client-serveur plus exactement. Et donc il y avait des librairies pour le langage C qui permettaient d'accéder au middleware de SQL Base. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant, il fallait l'accompagner d'un L4G et ça a été SQL Windows qui a commencé à défricher le marché. Mais le vrai produit qui a fait décoller le marché dans le monde et en France, c'est PowerBuilder. PowerBuilder, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure à travers cette petite boîte qui faisait un ERP sur HP 3000. Donc ils ont récupéré un code qui avait été développé par Culinet et quand Culinet s'est fait racheter par Computer Associates, les experts de Computer Associates ont dit ce code est sans intérêt, il faut le vendre et c'est PowerSoft qui l'a récupéré. Bien vu les gars. Et donc en 91, ils ont pu commercialiser la première version de PowerBuilder qui d'entrée de jeu a connu un succès extraordinaire parce que ils avaient montré des préversions de PowerBuilder à HP et à Microsoft qui s'en étaient aussitôt emparés pour leurs propres besoins et le bouche à oreille avait fonctionné et on savait que c'était un produit très attendu par le marché et donc 6 mois après son lancement, PowerSoft avait déjà vendu pour plus de 5 millions de dollars de PowerBuilder et la version 2 qui a suivi un an après a confirmé cette croissance puisqu'en 92 il y avait déjà 22 millions de dollars de ventes cumulées. Bon, ensuite PowerSoft a pu s'introduire en bourse en février 93
pour finalement être acheté par Sybase 2 ans après. Alors moi j'ai découvert Power Builder assez tôt et j'ai contribué à le diffuser en France parce que dans notre étude sur les outils de développement qu'on commercialisait, il y avait évidemment Power Builder qui était parmi les plus performants et les plus faciles à utiliser. Alors là j'ai mis une photo d'écran d'une fonctionnalité importante de Power Builder qu'ils appelaient la Data Windows, qui permettait très rapidement de mettre en place des applications certes basiques, mais très rapides à générer pour accéder aux tables d'un GBD relationnel. En plus, PowerSoft avait un marketing très agressif qui les ont beaucoup aidés à développer leur marché. Alors, le client-serveur première vague, dont j'étais un promoteur assidu, j'en parlais beaucoup, je faisais des conférences dessus. J'ai écrit un premier livre qu'on voit ici en photo, qui a eu le prix du livre informatique de 1994, a quand même été un relatif échec, tout simplement parce que il avait du mal à scaler en fait, c'est-à-dire à monter en charge. C'est-à-dire qu'il était relativement facile de développer un projet pilote puis un premier projet, mais il était très difficile de passer à un projet d'entreprise, surtout pour une grande entreprise, parce qu'on butait sur le mur du déploiement. C'est-à-dire que le mur du déploiement, c'est que le client-serveur première vague faisait appel à un client lourd. Et donc il fallait ensuite installer le logiciel client sur tous les postes, les runtime, l'exécution, l'applicatif, etc. Donc c'était très lourd, il fallait faire les derniers kilomètres sur les centaines de PC en réseau que comptaient les grands comptes. Donc à ce niveau-là, ça prenait beaucoup de temps parce qu'il n'existait pas encore de logiciel de déploiement automatique. Microsoft en annonçait un, mais il tardait à apparaître. Et évidemment, ça n'aidait pas du tout à passer, franchir, percer ce mur du déploiement. Donc le client-serveur de première vague a été un relatif échec, mais heureusement, il y a eu une seconde vague grâce au web qui apportait tout simplement le client léger. Et grâce au client léger et standard, puisque le navigateur web était déjà opérationnel et installé sur toutes les machines par défaut, et quand ce n'était pas le cas, les gens le téléchargeaient et l'installaient eux-mêmes. Donc ce n'était pas un problème, on avait déjà tout le logiciel nécessaire et suffisant côté client. Donc il n'y avait plus de problème de client lourd puisque le problème du déploiement n'existait plus. Et le problème de l'interface utilisateur aussi était simplifié par l'interface du web, qui était certes un peu plus restrictive que les interfaces graphiques, mais permettait un design, une conception beaucoup plus facile à réaliser qu'avec les interfaces graphiques Windows et Macintosh. Donc on avait enfin un client léger et standard qui résolvait tous les problèmes précédents, et c'est comme ça que le client-serveur est devenu un succès général encore aujourd'hui, tout simplement parce que enfin on a eu les composants qui lui permettaient de devenir ce qu'il était. C'est la phrase de Nietzsche, deviens ce que tu es. Donc finalement la forme finale du client-serveur, c'est le web. Et j'ai accompagné cette transformation à travers 2 livres, Intranet client-serveur universel en 96 et puis Web client-serveur, le triomphe du client léger en 98-99, parce qu'évidemment les débats étaient très intenses et même houleux sur est-ce que le client léger est vraiment la bonne forme, est-ce que c'est pas plutôt mieux d'essayer de résoudre le problème du client lourd, etc., etc. Mais il est clair qu'en matière d'environnement de développement, le web a rebattu les cartes complètement parce que les acteurs de l'environnement client lourd, en fait, ont été lents, ont été réticents à prendre le web comme
prendre sérieusement le web comme plateforme. Donc ils ont voulu continuer à se battre sur le client lourd et ils ont laissé passer l'occasion de développer des serveurs d'application et des environnements de développement pour le web. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, puisqu'il y a eu des nouveaux acteurs intelligents et intéressants, comme ColdFusion, développé par les frères Haller, qui était une solution simplissime, mais qui fonctionnait très bien à travers l'insertion de balises spécialisées directement dans le code HTML. C'était une solution élégante et intelligente et très efficace qui permettait de se concentrer uniquement sur l'accès aux données et de laisser la présentation en HTML. Bon, ensuite, ColdFusion a été remplacé par d'autres parce que le débat de cette époque-là, c'était Corba et c'était Java. C'est-à-dire qu'il y avait toute une frange de l'industrie, en particulier tous les adversaires de Microsoft, menés par Sun. Alors il y avait IBM, il y avait Oracle, etc. Qui disaient la bonne solution pour le client-serveur, c'est d'utiliser Java côté client et d'utiliser Corba comme middleware. Alors bon, c'était une solution horrible, disons-le simplement. C'était très lourd, c'était très compliqué, c'était très difficile à développer et les performances étaient lamentables. Nous, on les a mesurées et c'était simplement ridicule. Le seul mérite de Corba, c'est que c'était une réponse à ce que Microsoft développait de son côté, qui s'appelait DECOM. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il ne reste rien de ces tentatives, il ne reste rien de ces grandes architectures, de ces grands acteurs qui étaient appelés à dominer le marché. Et il n'en a rien été. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, si vous regardez ce qui reste de l'histoire des grandes annonces à travers les époques, des grandes annonces d'architecture. Alors avant c'était DEC et IBM, puis ensuite ça a été Microsoft, Sun et les autres. Aujourd'hui, il n'en reste rien. C'est pas ça qui a structuré véritablement le marché. Ce qui a structuré véritablement le marché, c'est plutôt l'open source. On y reviendra. Donc le hype autour de Java est difficile à se représenter aujourd'hui. C'était un petit peu comme le battage médiatique autour de l'IA qu'on vit et qu'on subit aujourd'hui. Eh bien, au milieu des années 90, c'était Java. Java était censé être la réponse universelle, parfaite, qui allait tout faire. En fait, dans l'esprit de ses promoteurs, c'était surtout Java va nous permettre de remplacer Windows et de disqualifier Microsoft. C'est surtout pour ça qu'il poussait autant en avant. Java, c'était la promesse de on écrit une fois un code et après il s'exécute partout sans modification. C'est le principe de la machine virtuelle. Alors c'est quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps. Au tout début du PC, il y avait PUCSD par exemple qui promettait ça. Et bon, ça marchait, en tout cas ça marchait au moins sur le plan théorique, mais les performances étaient lamentables. Donc il y avait une couche d'abstraction qui permettait de dire quel que soit le système sur lequel vous développez, ça va marcher. Mais c'était au prix d'une dégradation très importante des performances. Dans le cas de Java aussi, dans un premier temps, Java était très très lent. Et surtout, Java était incomplet et Java était buggé. Et la promesse de Write Once, Run Anywhere n'a jamais été tenue. Java côté client, ça a été un échec complet, je dirais même un échec lamentable. Alors Java est aujourd'hui toujours utilisé, 28 ans après sa sortie. Il est considéré comme un des langages de développement les plus utilisés. Si on regarde l'index TIOBE, il est très présent. Mais tout ça, ça s'accompagnait aussi de tous les fantasmes autour de la programmation orientée objet qui était censé solutionner le développement des applications. Au lieu d'écrire du code, on allait réutiliser des objets déjà préfabriqués. Et toutes ces promesses ont volé en éclats sur le mur des réalités. En fait, aujourd'hui, l'orientation objet, on en est revenu, on en a rabattu beaucoup. On a compris que c'était des promesses un peu vaines
et on est revenu à des choses un petit peu plus raisonnables. Alors finalement, qu'est-ce qui a marché? Au début des années 2000, ce qui a marché, c'est ce qu'on appelait la plateforme LAMP. LAMP pour Linux, Apache, MySQL et PHP. Rien que des projets open source qui ne dépendaient pas de tel ou tel acteur, qui étaient des solutions simples, concrètes et opérationnelles et gratuites en plus, et qui ont séduit et à raison les développeurs. Alors aujourd'hui, c'est plus Python que PHP, mais ça ne change rien, c'est la même logique. Alors tout ça, c'est très joli, mais ça nous éloigne un peu des L4G, parce que même si PHP, c'était un petit peu dans une logique de un peu comme ColdFusion, c'est-à-dire des balises à l'intérieur du code HTML, en tout cas pour les premières versions, on est quand même assez loin de la facilité et de la transparence que permettaient les L4G à leur époque, puis les RAD, les Rapid Application Development, qui ont suivi, en particulier pour le client-serveur et l'interface graphique. Mais ça revient puisqu'aujourd'hui, à travers la mode de ce qu'on appelle les environnements no-code, low-code, on comprend qu'on ne peut pas développer uniquement en s'appuyant sur des environnements où il faut tout écrire. Alors même si on a des frameworks, il y a quelques années c'était la mode des frameworks, on s'est aperçu d'abord que des frameworks, il y en avait beaucoup trop, qu'ils étaient incompatibles les uns avec les autres évidemment, et que finalement ça n'aidait pas beaucoup. Donc aujourd'hui on a toute une nouvelle vague d'acteurs et de produits. Alors là j'ai mis en photo Airtable, qui est un des plus répandus, mais il y en a plein. Moi j'aime bien Airtable, mais je ne dirais pas que c'est le meilleur. Il fait partie des plus connus. Après, c'est chacun ses goûts, bien entendu. Et ces environnements no-code, low-code permettent également de développer des applications pour mobile, qui est une des plateformes supplémentaires qu'il faut adresser. Voilà, il y aurait beaucoup à dire encore sur la question du développement d'applications, et c'est quelque chose qu'on aborde toujours un petit peu au détour d'un sujet thématique dans cette histoire de l'informatique moderne. Là, j'ai voulu faire un sujet, une thématique spéciale sur les L4G en 2 épisodes parce que ça méritait. On a également tourné pas mal autour de la notion d'Internet. On a évoqué le web. Là, cette fois, on ne peut plus faire autrement. Il faut en parler sérieusement. Donc, les prochains épisodes vont être consacrés à Internet. Au moins 2, peut-être plus, on va voir. En tout cas, en attendant, merci pour votre attention et merci pour votre fidélité et à très bientôt.